Dans ce dossier, je vais vous présenter le lancer du disque en commençant d'abord par l'historique, ensuite en vous parlant du règlement et des techniques du lancer de disque, et enfin j'analyserai mes lancers en vidéo. Le lancer du disque est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer un disque le plus loin possible, mais ses origines sont vastes et diverses. On peut considérer que dès ses premières apparitions, l'homme devait chasser pour se nourrir et devait utiliser des armes adéquates. Une semblable à un disque de nos jours pouvait donc y ressembler, car elle peut s'avérer mortelle si l'objectif est d'atteindre une cible vivante. Même si l'on peut considérer que n'importe quel objet circulaire, d'un poids compris entre 1 et 3 kg, pouvait être un disque, ses premières apparitions en tant que sport et surtout en tant que discipline olympique se font pendant la Rome antique. C'est à l'Antiquité que remontent les premières apparitions du disque, ou plutôt ses premières versions. Les premières descriptions de cette discipline sont faites par les Romains et les Grecs, c'est une des activités qu'ils décrivent le mieux. Les Grecs ont surtout regroupé toutes les techniques et leurs évolutions dans l'Iliade, où l'on lisait que le solos était un disque percé d'un trou dans lequel on passait une corde, alors que le disquema était plat et était fait de pierre, de bois, de plomb, de bronze ou même encore de cuir. Il avait donc la forme d'une soucoupe volante et était beaucoup plus plat que les disques actuels. À cette époque, la technique était différente, mais le peu d'archives retrouvées nous montrent déjà que certains gestes de l'époque sont semblables à ceux d'aujourd'hui. On retrouve donc des descriptions faites par des auteurs dans différents ouvrages comme les Images de Philostrate, la Thébaïade de Stas ou encore l'Odyssée d'Homère. Dans tous les cas, ils partent d'un mouvement circulaire en rotation, le tout au-dessus de la tête. Les premiers records sont donc établis lors de la 70e Olympiade, avec une distance de 95 pieds, soit 29 mètres, et la première figure dominante qui détient ce record est grecque et se nomme Phaïos des Crotones. L'épreuve du lancer de disque se déroule le troisième jour, en même temps que le lancer du javelot, le saut en hauteur, le saut en profondeur et le saut à la perche, qui forment à eux quatre le saut. Cette épreuve se nomme le pentathlon. Pour compléter cela, on peut aussi retrouver des origines militaires du lancer de disque à cette époque. Le disque servait donc d'arme pour les soldats grecs ou romains. Ils l'utilisaient pour désorienter les ennemis en effectuant des lancers en parabole au-dessus des rangs adverses, ou tout simplement l'utiliser comme des armes en effectuant des lancers horizontaux et rapides en direction de leurs ennemis. Nous l'avons dit, le lancer du disque est une discipline qui consiste à lancer un disque le plus loin possible, mais ce lancer doit être réalisé en respectant un règlement précis. Pour la zone, le lanceur effectue son jet dans une zone circulaire de 2,50 m de diamètre qu'il ne doit pas quitter avant que le disque ait touché le sol. Pour ce qui est de la cage, en compétition, tous les lancers doivent être effectués à l'intérieur pour assurer la sécurité des personnes présentes autour. Pour le disque lui-même, le poids change en fonction de la catégorie et du sexe du lanceur, allant de 1 kg pour les benjamins jusqu'à 2 kg pour les seniors chez les hommes, et de 600 g pour les benjamines jusqu'à 1 kg pour les seniors chez les femmes. Le disque doit être conforme au règlement FFA qui globalement précise que le disque doit avoir un aspect parfait. Pour le règlement du jet lui-même, il doit être validé comme régulier par le juge. Lors de son jet, le lanceur ne doit pas sortir de la zone avant que le disque n'ait touché le sol, sinon il aura mordu. Le lanceur devra aussi penser à sortir par l'arrière du cercle pour que son jet se voie validé. Le disque quant à lui doit bien évidemment rester dans l'air de lancer. Pour que le lanceur réalise une grosse performance, il doit lier 4 paramètres qui sont déterminants: les facteurs aérodynamiques, l'angle d'envol, la hauteur d'envol et la vitesse d'envol. Les facteurs aérodynamiques sont bien sûr ceux de l'engin, et le lanceur doit bien évidemment les prendre en compte pour avoir le meilleur angle d'envol. Ces facteurs changent en fonction de la vitesse de rotation, de translation, de la hauteur du disque par rapport à la ligne des épaules et de l'éloignement du disque par rapport au centre de gravité. L'angle d'incidence doit être optimal pour que les frottements avec l'air soient faibles, celui-ci variant avec l'orientation et la force du vent, ainsi qu'avec la puissance du lanceur. L'angle d'envol quant à lui est un des facteurs les plus importants à respecter lors d'un lancer, il doit être d'environ 33 degrés. La hauteur d'envol quant à elle est un paramètre à faible incidence sur la trajectoire, mais doit quand même être respectée afin que la distance parcourue par l'engin soit la plus grande possible. Elle permettra de faire gagner quelques centimètres au jet. Enfin, la vitesse d'envol doit être non pas maximale, mais plutôt optimale. En effet, le lanceur doit transmettre le maximum de vitesse depuis sa rotation sans qu'il soit déséquilibré par celle-ci. La force obtenue par la rotation doit être transmise un maximum dans le disque dès qu'il quitte la main du lanceur. Afin que la performance du lanceur soit maximale, il doit respecter ces paramètres et doit les mettre en place en peu de temps lors de son jet. Il cherchera donc au cours du chemin de lancement à produire puis à restituer cette vitesse dans l'engin. Lors de ce chemin de lancement, on peut distinguer deux phases successives, la phase d'accélération initiale et la phase d'accélération principale. La phase d'accélération initiale permet au lanceur d'acquérir le maximum de vitesse possible et surtout de vaincre l'inertie de l'engin.
Au cours de celle-ci, il doit se placer dans des conditions optimales pour finir son jet, c'est donc une production de vitesse. Cette phase se déroule depuis le départ du lanceur dans le fond de l'aire de lancer et s'arrête à la reprise du dernier appui droit. La phase d'accélération principale, quant à elle, a pour objectif de mobiliser tous les muscles du lanceur et d'augmenter considérablement la vitesse de l'engin en un très petit laps de temps. Elle commence juste après la phase initiale et se termine lorsque le lanceur lâche le disque. Donc cette première phase qui comprend le placement initial et la mise en rotation, on voit bien que même si j'effectue mon lancer sans être dos à l'aire de lancer, mes appuis sont bien parallèles et écartés de la même largeur que celle des épaules. J'ai effectué 3 mouvements circulaires à l'horizontale du bras et mes épaules font bien un quart de tour sur la droite. Donc à cet instant là, mon poids du corps se situe sur la jambe droite et on voit bien la torsion du tronc sur le bassin. Ensuite, pour la mise en rotation, après les 3 mouvements circulaires, on voit bien le transfert du poids du corps de la jambe gauche sur la jambe droite avec l'abaissement du centre de gravité. J'effectue une ouverture du genou gauche et une rotation d'environ 90 degrés du pied gauche vers l'extérieur. Et mon bras se situe bien en arrière de la ligne des épaules. Pour la fin de la mise en rotation, mon disque se situe à peu près à la hauteur des épaules et mon bras est bien en arrière de la ligne des épaules. Le poids de mon corps est sur ma jambe gauche et mon genou et mon pied sont orientés vers l'aire de lancer. Sur la phase unipodale, le but est d'assurer la continuité des actions et de diminuer le temps de suspension. Donc on voit bien lorsque mon pied droit quitte le sol que ma jambe effectue un large mouvement balancier autour de ma jambe gauche, puis vers l'avant. Mon bras lanceur, lui, il reste pas bien dans le prolongement des épaules. Il commence déjà à avoir du retard, mais ça n'aura pas grande influence sur le reste de mon lancer. Mon bras gauche, lui, par contre, il est bien dans l'alignement et il compense un petit peu le non-alignement du bras droit. Mais par contre, je reste bien en équilibre dynamique au-dessus de mon pied gauche et la poussée que je vais avoir donc sur ma jambe gauche va m'amener à la phase de suspension. Donc sur cette phase de suspension, ma jambe droite passe bien en avant des épaules. Donc mon genou est haut et ma ligne de bassin est alignée par rapport à celle des épaules. Mon disque, lui, a bien le retard qu'il faut par rapport à l'alignement puisque je l'avais déjà sur la phase unipodale et même avant. Et à partir de ce moment-là, le disque va avoir une trajectoire ascendante. Lors de ma reprise d'appui, mon disque il est bien à son apogée. La torsion entre les épaules et le bassin est importante même si elle pourrait être encore plus accentuée. Le tronc, lui, il est bien orienté vers l'arrière et mon poids du corps est retourné entièrement sur ma jambe droite. La reprise de mon dernier appui est bonne, mais pourrait elle aussi être encore plus accentuée en orientant mon appui encore plus vers l'aire de lancer. Lors de mon jet, en fait, le plus gros problème c'est la pose de mon dernier appui qui n'est pas assez rapide. Elle est due au retard qui n'est pas assez accentué et à mon regard qui n'est pas assez orienté vers l'arrière. Mais malgré cela, la torsion de mon tronc est maximale et mon disque il est bien orienté à 270 degrés de l'aire de lancer, voire plus. On voit bien que mon pied droit est actif au sol et que le poids est positionné sur ce dernier. À la fin de cette phase, on remarque bien la mise en tension de ma chaîne musculaire et le travail de pivot de l'appui droit. Mon genou et ma hanche ils sont bien orientés vers l'aire de lancer et ma jambe gauche va progressivement recevoir la poussée. Et juste avant le jet, mon disque il est bien à 180 degrés de l'aire de lancer et le transfert d'appui est effectué. Sur la phase de renvoi, je restitue bien la vitesse accumulée et le maintien de côté gauche est fixé pour favoriser un retour en claque qui lui est même un peu trop accentué. Mon disque part bien à la hauteur de mes épaules même si j'arrache encore mon bras en voulant mettre trop de force dans mon lancer et en m'appliquant moins. On remarque donc bien cette ultime tension du bras droit et le retour de celui-ci génère bien une accélération qui va m'amener sur la phase de rattrapage. Et mon pied lui est donc bien en contact lorsque le disque quitte ma main. On peut pas forcément voir si je mords vu que je me situe pas dans une vraie aire de lancer ni dans un cercle, mais pour l'absorption de l'énergie, si la fixation de mon côté gauche était meilleure, ça faciliterait mon changement de pied qui est nécessaire à la reprise d'équilibre. Je pense que si j'avais été dans un cercle, j'aurais forcément mordu en raison du fait que j'arrache mon bras lanceur en voulant mettre de la force et que mon côté gauche n'est pas fixé. On peut donc dire que ma phase de rattrapage n'est pas prononcée, mais elle doit être améliorée si je veux effectuer des lancers comme celui-ci en compétition.